Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du syndrome du bébé secoué et en particulier de la problématique des fake news qui est un fléau assez récent en France mais qui est déjà bien connu outre-Atlantique parce que beaucoup d'avocats spécialisés dans la maltraitance vont contester le diagnostic du syndrome du bébé secoué et même la notion de syndrome du bébé secoué. J'ai mis en illustration ce tableau de Botticelli qui montre les influences qui s'exercent sur le juge pour condamner l'innocent, et on voit à gauche la vérité toute nue qui montre le ciel d'où viendra la vérité. Alors, il y a des connaissances qui sont nécessaires au juge pour comprendre le syndrome du bébé secoué et pour pouvoir rendre la justice en toute connaissance de cause. On va voir successivement quelques rappels concernant les méninges, c'est-à-dire les enveloppes du système nerveux central, c'est-à-dire leur anatomie, leur physiologie et les pathologies associées. Nous allons voir la nosologie, c'est-à-dire la classification des différentes maladies, et ensuite les différentes lésions qui sont rencontrées, puis le diagnostic positif et le diagnostic différentiel des lésions traumatiques. Et nous allons ensuite comparer les traumatismes corroborés, accidentels, versus les traumatismes liés à la maltraitance. Nous allons aborder brièvement le problème de la datation, qui est assez frustrant, je veux dire, surtout pour les juges. Et ensuite, nous allons étudier systématiquement les différentes fake news et quels sont les arguments pour les réfuter. Alors d'abord, le syndrome du bébé secoué, ça découle des travaux de Caffey en 1972 qui a décrit l'association d'un hématome sous-dural avec des hémorragies rétiniennes et également des fractures des membres inférieurs, des membres supérieurs d'ailleurs, qui étaient liées au mécanisme de secouement, et il y a été associé l'œdème cérébral qui est une lésion qui est gravissime, qui fait toute la gravité du syndrome du bébé secoué, comme vous voyez ici. Donc l'hématome sous-dural, l'œdème cérébral et l'hémorragie rétinienne, qui est un autre élément cardinal du syndrome. Or, ce syndrome du bébé secoué, on s'est rendu compte que beaucoup de cas, en fait, n'avaient pas d'œdème cérébral, fort heureusement, parce que c'est vraiment ce qui fait la gravité, comme je l'ai dit. Mais ce qui était caractéristique, c'était également l'absence d'impact, et ce qui différencie le syndrome du bébé secoué du syndrome du bébé battu. Alors l'origine, c'est les pleurs du nourrisson. C'est assez simple sur le plan, c'est assez simple à comprendre. On sait que les enfants, les nourrissons peuvent pleurer jusqu'à 5 à 6 heures par jour, que le maximum du pic des pleurs est autour de 2 mois, et comme par hasard, ça correspond exactement au pic d'incidence du syndrome du bébé secoué. Et puis, la courbe de gauche montrait la prévalence par mois dans l'année du syndrome du bébé secoué, qui prédomine vraiment au mois de novembre, donc on est en plein dedans aujourd'hui. Comme par hasard, cette courbe s'accorde parfaitement avec la courbe des naissances qui montre un pic des naissances environ 2 mois auparavant. Donc, ce sont bien les pleurs du nourrisson qui conduisent au secouement. En tout cas, c'est ce que nous racontent les aveux des perpétrateurs du syndrome du bébé secoué. Alors, les enveloppes du cerveau, vous voyez le crâne d'un bébé à la naissance qui est relativement souple. Donc, il y a donc une possibilité de mouvement, de déplacement des structures, ce qui est bien pratique au moment de la naissance. Ensuite, on a un crâne qui est relativement souple. À l'intérieur, le crâne est tapissé par les méninges avec la dure mère, qui est une enveloppe fibreuse qui contient les veines. En dessous de la dure mère, nous avons l'arachnoïde. Vous voyez ici sur le schéma de droite la dure mère qui recouvre cet espace méningé qui est appelé arachnoïde parce qu'il y a des brides fibreuses qui ressemblent un peu à une toile d'araignée. Et c'est là que circule le liquide méningé. Et c'est là que passent également les veines qui viennent du cerveau pour se drainer dans la dure mère. Et puis à l'intérieur, nous avons la pimère qui tapisse le cerveau et qui est parcouru par les artères et les veines. Donc le liquide cérébrospinal, il est
c'est un liquide qui est sécrété en permanence, environ 500 ml par jour chez l'âge adulte, ça commence assez jeune. Hein. C'est un liquide qui normalement est absorbé par les méninges et qui parfois peut s'accumuler entre la dure mère et l'arachnoïde. On appelle ça un hématome, un épanchement sous-dural. Et puis ce liquide peut également s'accumuler dans les espaces méningés autour des vaisseaux et entraîner une hyperpression. Alors, le biomécanique, l'enfant secoué, il est secoué comme un prunier. Là, j'ai mis ça entre guillemets parce que ce sont les paroles même des secoueurs d'enfants qui avouent ce qu'ils ont fait. Donc, l'enfant, il est tenu généralement par le thorax, par les bras, le nourrisson, il est caractérisé par une tête lourde, des muscles faibles avec une vitesse de contraction qui est assez lente et une colonne qui est élastique. Donc là, il va y avoir un mouvement de va-et-vient d'avant en arrière avec une répétition qui va amplifier ce mouvement jusqu'à obtenir, comme on voit en bas à droite, une énergie qui est équivalente à l'énergie d'un impact. Alors, l'énergie que ça représente, ça a été calculé que pour un adulte, ça équivaudrait à être secoué par un ours de 700 kg. Donc, c'est une énergie qui est considérable, qui peut créer des dégâts majeurs. Donc, ça entraîne un saignement sous-dural. Vous voyez sur le schéma en haut à droite, vous voyez les veines qui drainent le cerveau vers la dure mère, comment elles sont disposées, et on comprend qu'un mécanisme de secouement va pouvoir entraîner un arrachement des veines corticodurales et provoquer l'apparition d'un hématome dans les méninges. Donc typiquement, c'est un arrachement des veines corticodurales. Alors il peut y avoir aussi un saignement du cerveau lui-même quand il y a une contusion du cerveau. Souvent, la quantité de sang n'est pas très volumineuse. On a rarement une mais le plus souvent, c'est la présence de sang qui va entraîner une irritation du cerveau avec des convulsions et une accumulation de liquide méningé avec un hématome sous-dural du nourrisson. Donc l'hématome, il peut être volumineux, comme on le voit ici. Donc, par arrachement des veines corticodurales, ça fait un gros paquet de caillots qui va comprimer le cerveau, qui est un aspect hétérogène parce que quand le sang coagule, il y a du sérum qui va surnager et un caillot qui va se former, qui va sédimenter. Donc c'est un aspect hétérogène. Ça ne veut pas dire qu'il y a des lésions d'âge différents. Alors c'est assez rare chez le nourrisson. Vous voyez ici une vidéo où on est en train d'opérer ce nourrisson on est en train d'ouvrir la dure mère et vous voyez dès qu'on ouvre la dure mère, il y a issu de sang sous pression, c'est ce liquide, ce sérum qui va s'échapper rapidement avec une pression qui va très rapidement baisser. Donc cet hématome est parfois très volumineux, ça entraîne un engagement quand le cerveau est fortement déplacé, comme sur le scanner à gauche. Maintenant, l'hématome sous-dural du nourrisson, il n'est pas spécifique de la maltraitance, il survient également dans les traumas accidentels, mais il est spécifique du nourrisson. C'est lié à un saignement par arrachement des veines corticodurales, comme j'ai dit. Il y a une accumulation de liquide cérébrospinal dans l'espace sous-dural. Vous voyez ici, ça c'était un accident de la voie publique. 4 jours après l'accident, on voit qu'il y a du liquide qui apparaît en noir ici autour du cerveau, qui va s'accumuler et qui nécessite une décompression au bout du 6e jour. Donc, ça n'est pas quelque chose d'aigu, ça n'est pas non plus un hématome sous-dural chronique. C'est une entité particulière qui est liée donc à un saignement méningé initial, puis à un blocage de l'absorption du liquide méningé qui va s'accumuler dans l'espace sous-dural. Ce liquide, il va se dégrader. Vous voyez ici, quand on met un drainage externe, on a ce liquide qui est au début très rouge, qui va ensuite devenir rouge brique. L'hémoglobine va s'oxyder, il va s'hémolyser, c'est-à-dire que les globules rouges vont éclater et l'hémoglobine va être relarguée dans le liquide, il va se dégrader, il va sédimenter, vous voyez ici le culot, et ça va être dilué par le liquide méningé qui est sécrété dans le même temps. Donc, si c'est négligé, ça peut évoluer vers un hématome sous-dural chronique et on peut avoir un liquide qui est très hétérogène dans un hématome sous-dural chronique. Vous voyez ici, d'un côté, c'est jaune et de l'autre côté, c'est bien rouge chez le même patient. Donc, l'hématome, il peut également évoluer vers un hématome sous-dural chronique s'il n'est pas drainé rapidement. Vous voyez ici un enfant qu'on avait drainé, vous voyez les drains sont en place. Le scanner à 33 jours de l'intervention, on voit qu'il y a un nouveau saignement en arrière du crâne.
Et 9 jours plus tard, ce saignement a augmenté, alors que l'enfant était hospitalisé, donc il n'y a pas de raison de penser qu'il ait été de nouveau maltraité. Et quand on fait l'IRM, on voit qu'il y a une sédimentation, plusieurs couches de saignement. Donc ce sont des membranes cicatricielles qui vont se constituer progressivement et qui vont ressaigner parce qu'elles contiennent des vaisseaux fragiles. Donc, il y a un ressaignement spontané lié au passage à la chronicité. Donc, la chirurgie, c'est une membranectomie. Vous voyez ici, on a exposé le sommet du crâne avec la grande fontanelle. On va découper l'os, soit avec des ciseaux, soit avec différents instruments, pour exposer la dure mère. Ici, on a ouvert la dure mère et on a cette membrane externe de l'hématome sous-dural qui bombe, qui est sous pression. Et sur la photo de droite, on a ouvert cette coque externe et du côté droit, on a laissé la coque interne et du côté gauche, on l'a déjà enlevé. Vous voyez l'aspect du cerveau qui est libéré du côté gauche. Donc, on va retirer ces membranes, ça s'appelle une membranectomie. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire si les lésions sont d'âge différent? C'est en fait très difficile. On a des lésions cicatricielles et des lésions évolutives. Ça permet de dire qu'il y a probablement eu plusieurs saignements. On a un hématome sous-dural chronique qui s'associe à un saignement récent, mais comme je l'ai dit, le ressaignement peut être dû au passage à la chronicité. Ici, vous voyez, par exemple, on a une membrane interne avec on a l'impression qu'il y a du sang qui est frais qui s'est déposé dessus. C'est une impression. Là, on a l'impression que c'est quelque chose de plus récent, c'est sur l'IRM. Et quand on ponctionne, on a un liquide d'aspect différent. Ici, on a des lésions d'aspect cicatriciel au niveau du cerveau et un épanchement sous-dural qui est peut-être plus récent, mais là aussi, c'est subjectif. Là, on a l'impression qu'il y a un saignement récent, alors que là, c'est un saignement plus ancien. Je dois dire que ces notions restent subjectives, lacunaires, et puis on ne peut pas non plus se fier aux aveux des perpétrateurs qui restent incomplets, imprécis. Ils n'ont pas pris leur agenda pour noter quand est-ce qu'ils ont secoué l'enfant. L'arachnoïdomégalie, ça c'est un terme un peu barbare qu'on appelle également une expansion des espaces méningés. Alors, ça correspond à ce qui est appelé, à mon avis, improprement l'hydrocéphalie externe. Ça, c'est un terme qui est utilisé pour confondre un peu les notions de façon, je pense, volontaire, pour dire, en fait, ça n'est pas un traumatisme, c'est une hydrocéphalie. Alors, ça n'a rien à voir avec l'hydrocéphalie, c'est lié à une expansion des espaces arachnoïdiens, comme je vous l'ai montré. On va voir cet espace qui va se dilater. Ça correspond à un stade de la maturation des méninges. On voit que le périmètre crânien va augmenter de façon très, très progressive avec un enfant qui va parfaitement bien. C'est quelque chose qui est fréquent à partir de l'âge de 3 mois, entre 3 et 6 mois. Le périmètre crânien est supérieur à la normale, mais contrairement à l'hématome sous-dural, il n'y a pas de rupture de la courbe. C'est ça qui est fondamental. Et j'ai un enfant qui va parfaitement bien. Et la courbe va se revenir vers les valeurs normales autour de l'âge de 2 ans. C'est souvent un caractère familial. En tout cas, ça montre qu'il y a une certaine fragilité hydrodynamique, c'est-à-dire de la circulation du liquide chez les nourrissons, en particulier chez les petits garçons. Donc, si on se résume, les différentes collections péricérébrales, donc les épanchements de liquide autour du cerveau chez le nourrisson, on a l'hématome sous-dural aigu, qui est rare, comme je vous l'ai dit. On a l'hématome sous-dural du nourrisson, qui correspond à un décollement de la couche externe avec un liquide hémorragique qui va s'accumuler dedans, et puis un liquide sous-arachnoïdien qui reste là, qui peut être sous pression également. On a l'hématome sous-dural chronique, qui correspond à la formation de membranes épaisses avec un ressaignement en plusieurs étapes. Et puis l'arachnoïdomégalie qui correspond à l'augmentation de ces espaces liquidiens qui vont être remplis d'un liquide qui est normal. Alors les hémorragies rétiniennes, c'est un des éléments cardinaux du diagnostic de syndrome du bébé secoué, c'est vraiment un élément phare du diagnostic. Elles ne sont pas toujours traumatiques. On peut voir des petites hémorragies, comme dans la photo A, dans l'hypertension intracrânienne en particulier. On peut voir des hémorragies dans des traumas accidentels. C'est le grade 2 qui a été défini par Sabine de Fordelem, avec ce qu'on appelle des perles jacobines qui se constituent rapidement et qui correspondent à un saignement qui est traumatique, mais qui peut être parfois vu dans des traumatismes accidentels. Et puis après, on a le saignement de grade 3 avec des hémorragies diffuses jusqu'en périphérie de la rétine, soit un semis de taches hémorragiques, soit des bulles. Et ça, ce sont des hémorragies qui sont typiques de la maltraitance, à moins qu'il y ait eu un impact sur l'œil qui ne passe pas inaperçu. Hein.
un trauma violent, un impact violent. Et en dehors de ça, c'est vraiment caractéristique de la maltraitance. Alors, ces hémorragies, elles vont évoluer rapidement et ça peut expliquer qu'il y ait des faux négatifs. Sur les photos qu'on voit, en à peu près une semaine de temps, on voit ce semis d'hémorragie qui va se résorber de façon quasi complète. Ça veut dire que si l'examen du fond d'œil n'est pas fait rapidement, on va pouvoir avoir des faux négatifs. Inversement, ça donne des éléments pour la datation, parce que si on voit des hémorragies de tout type, 1, 2, 3, ça veut dire que le fond d'œil est fait peu de temps après le trauma. À l'inverse, si on ne voit que des bulles qui peuvent mettre plusieurs semaines à disparaître, ça veut dire que qu'on arrive longtemps après le trauma. Alors, les étapes du diagnostic du syndrome du bébé secoué, on a un enfant qui arrive aux urgences avec une altération de l'état général, il est douloureux, il vomit, parfois il fait des crises convulsives. Donc, il faut d'abord éliminer les autres diagnostics par rapport à un saignement intracrânien, c'est-à-dire la méningite, la gastro-entérite, les invaginations intestinales, l'appendicite, toutes les causes d'altération de l'état général, de vomissement et de douleur. L'enfant est incapable de nous dire où il a mal. Maintenant, quand on affirme quand on pense à un saignement intracrânien, bien sûr, on fait un scanner, il va falloir déterminer s'il s'agit d'un saignement spontané ou d'un saignement traumatique. Et si c'est un saignement traumatique, est-ce que c'est un trauma accidentel ou un trauma non accidentel? Alors, les différentes étapes, on va d'abord éliminer les lésions non traumatiques. On a ici ce qui ressemble à des bleus, mais ce qui est tout à fait fréquent, c'est une pigmentation en taches qu'on voit très souvent dans les populations d'origine méditerranéenne. On peut voir des angiomes au niveau de la face qui peuvent ressembler à un hématome. Il s'agit d'une anomalie veineuse, un genre d'angiome. On peut avoir des anomalies au scanner qui correspondent à un décollement sous-dural dû à des anomalies du cerveau. Il peut y avoir un saignement non traumatique par rupture d'anévrisme. C'est quand même très très rare chez les nourrissons, mais ça arrive. Ça peut s'associer à des hémorragies rétiniennes. Ici, on avait un saignement qui était dû à une thrombophlébite. Ici, une rupture de malformation artério-veineuse, tout à fait exceptionnelle chez le nourrisson. Ici, un saignement diffus lié à des cavernomes, c'est des petites malformations des vaisseaux qui peuvent entraîner un saignement. Et puis, chez ce bébé, on a un épanchement sous le cuir chevelu, aucune notion de trauma. En fait, ça n'est pas traumatique, c'est dû au fait que c'est un enfant qui est, vous voyez, particulièrement joyeux, qui bouge beaucoup dans son lit, et c'est ce qu'on appelle l'effet savonnette, quand le crâne de l'enfant va frotter sur la literie. Donc, ça n'est pas traumatique. Maintenant, on a des lésions hémorragiques dues à des causes médicales, en particulier des troubles de la coagulation sanguine, maladie de Villebrand, l'hémophilie, déficit en vitamine K, thrombocytopénie, c'est-à-dire des manques de plaquettes. Ça, on le diagnostique immédiatement sur le bilan sanguin standard quand l'enfant arrive aux urgences. Après, il y a d'autres causes particulières, comme celle de Wiskott-Aldrich, là, on se rend compte que c'est une fragilité par des plaquettes, qui est associée à des anomalies au fond d'œil, ça on le diagnostique rapidement également. Les troubles métaboliques comme déficit comme trouble du métabolisme des acides gras à chaîne courte, l'acidurie glutarique, l'acidurie méthylmalonique, ce sont des choses qu'on diagnostique sur le bilan systématique quand on suspecte un syndrome du bébé secoué. Et puis, différentes maladies, la maladie de Lobstein, c'est la maladie des os de verre, la polykystose rénale, des médicaments comme le Revatio ou l'Everolimus. Là, on a un contexte qui est connu. Ce ne sont pas des choses qu'on découvre, qui peuvent tromper longtemps l'équipe médicale. Alors, les fractures des os du squelette de l'enfant, elles peuvent survenir de façon spontanée ou quasi spontanée en cas de fragilité osseuse, notamment la maladie de Lobstein dont je viens de parler, qu'on appelle également la maladie des os de verre, qui peut s'associer à un hématome sous-dural comme je l'ai montré. Et puis il y a tout un ensemble de maladies qu'on appelle les ostéogenesis imperfecta, qui sont une fragilité osseuse, qui vont favoriser ces fractures pour des traumatismes minimes. Alors, en règle générale, ce sont des maladies qui donnent, c'est pas n'importe quelle fracture. Vous voyez, dans les rachitines vitamineux-résistants, on a une fracture avec des stries de Loser-Milchman, avec des anomalies osseuses qui ne passent pas inaperçues. Le radiologue fait le diagnostic de ostéogenesis imperfecta. Et puis, il faut penser aussi qu'il peut y avoir une carence en vitamine D qui peut s'intégrer dans un contexte de négligence. Il peut y avoir à la fois maltraitance et négligence. Maintenant, les traumatismes accidentels,
En règle générale, il y a une histoire traumatique qui est claire. Ça peut être des accidents qui surviennent sur la voie publique, comme vous dites, cet AVP avec le siège de l'enfant qui était perdu au milieu de l'épave qui est devenue la voiture de ses parents. C'est un enfant qui a bien évolué. Et ce qui est caractéristique des traumas accidentels, c'est qu'il y a une bonne concordance entre l'âge de l'enfant et le mécanisme allégué, c'est-à-dire que c'est un enfant qui commence à se tenir assis et debout, qui peut tomber à la renverse et se cogner contre les barreaux de son lit, par exemple. Entre le mécanisme allégué et les lésions constatées, s'il s'est cogné contre les barreaux de son lit, on peut voir une bosse sérossanguine, on peut voir une fracture, même dans certains cas. Et puis, entre l'âge des lésions et la date du trauma. C'est-à-dire que si on voit des bleus d'âge différents chez un enfant d'1 an qui commence à marcher, bah oui, effectivement, il est tombé plusieurs fois en tombant de sa hauteur, en apprenant à marcher. Alors, l'énergie mise en jeu, elle est variable, c'est-à-dire qu'une chute de 30 cm, en fait, on estime que c'est suffisant pour expliquer une fracture, et une fracture, ça peut expliquer un hématome extradural qui peut être gravissime et même entraîner le décès. C'est exceptionnel, mais en règle générale, il y a des signes d'impact, comme vous le voyez sur cette photo. Par contre, ça n'explique pas un hématome sous-dural, tombé de 30 cm, ça ne suffit pas pour arracher des veines corticodurales, ni pour provoquer des hémorragies rétiniennes. Dans les traumas à haute énergie, comme les accidents de la voie publique, les défenestrations, on a des lésions encéphaliques diffuses, à type de cisaillement de la substance blanche, c'est différent des lésions du poumon, et il peut y avoir des hémorragies rétiniennes, mais qui ne sont jamais graves. Vous voyez ici un AVP qui a provoqué des hémorragies, qui restent malgré tout de type 2. Et donc, les lésions intracrâniennes dans les lésions d'un maltraitant, dans les lésions par traumatisme accidentel, elles sont différentes. On peut avoir des hématomes sous-duraux, qui sont, comme je vous l'ai dit, qui sont spécifiques de l'âge, mais pas de la cause. Par contre, ce qui est caractéristique, c'est qu'on a des lésions des enveloppes crâniennes. Vous voyez ici, il y a un hématome le long de la faux, c'est décrit comme caractéristique de la maltraitance. Pourtant, ici, on a un hématome sous-cutané qui est particulièrement important. On a des fractures. De même ici, on a des lésions d'âge différents, mais on a des signes d'impact, on a des hématomes du cuir chevelu. Ici, c'est un traumatisme obstétrical avec un saignement ventriculaire et un saignement sous-temporal. C'est quelque chose qui est survenu de façon devant des témoins et puis à un âge qui est très différent, comme on va le voir, on va insister là-dessus. Et puis, dans le fond, les hémorragies au fond d'œil, comme je dis, elles sont peu importantes. Donc, le traumatisme accidentel, on le diagnostique quand même très facilement. Maintenant, les concepts scientifiques qui permettent d'évaluer la valeur d'un diagnostic médical, bon, en science, on n'a pas de certitude, on a des probabilités, on va se contenter d'une probabilité, d'une chance sur 20 que le résultat d'un test soit dû au hasard. Ce n'est pas forcément les mêmes critères que pour rendre la justice. En tout cas, et puis quand on a une corrélation statistique, ça ne nous donne pas forcément quel est le sens, quelle est la signification de cette corrélation. Quand on fait des tests médicaux, on va déterminer si le test est positif ou négatif et ensuite déterminer si c'est un vrai positif ou un faux négatif, ce qui suppose d'avoir ce qu'on appelle un gold standard auquel on va se référer. Il faut dire que le patient est réellement malade ou pas. À partir de là, si notre test est positif et que le patient est réellement malade, on va parler d'un vrai positif. Si le test est positif mais que le patient n'est pas malade, on va parler d'un faux positif. Et inversement, pour un test négatif, chez un patient malade, c'est un faux négatif, et chez un patient non malade, c'est un vrai négatif. Et donc, on va calculer à partir de là ce qu'on appelle la sensibilité du test, donc la probabilité que le patient soit réellement, que le test soit positif pour un patient réellement malade, et la spécificité, c'est-à-dire la probabilité que le test soit négatif pour un patient réellement non malade. Et puis la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative, suivant la même procédure. On va analyser les biais des tests et le raisonnement circulaire. Ça fait partie des biais qui sont souvent retrouvés, puisqu'on va baser notre diagnostic sur des constatations médicales. Donc, si on veut évaluer le critère médical du diagnostic d'après le diagnostic qu'on a fait, c'est un raisonnement qui est circulaire, puisqu'on fait le diagnostic en se basant sur ce critère, on diagnostique le patient. Si on évalue le nombre de patients qui ont ce critère, forcément, c'est un serpent qui se mord la queue.
Il peut y avoir un intermédiaire quand, quand on estime que le diagnostic médical a une valeur juridique et qu'il y a un verdict qui est rendu. On va considérer que ça valide le critère. En fait, c'est un raisonnement circulaire également, avec un intermédiaire en plus. C'est pour ça que dans une étude que j'avais faite il y a quelques années, j'avais sélectionné des traumatismes crâniens corroborés avec un diagnostic qui était donc basé sur des critères non médicaux, des traumas accidentels avec témoins indépendants, survenus dans des lieux publics, en comparant avec une maltraitance avouée. C'est-à-dire qu'on avait des accidents avec témoins, on analyse les données cliniques, une maltraitance avouée, on analyse les données cliniques, ce qui permet de comparer et de déterminer la valeur diagnostique de ces éléments médicaux. Donc, c'est basé un petit peu sur le raisonnement de Feldman qui avait classifié les traumatismes accidentels certains survenus devant témoins, les traumatismes par maltraitance certaines, dus avec des témoins ou des aveux, et puis différents intermédiaires. Donc, en reprenant une série de 773 cas de traumatisme, j'avais donc sélectionné les traumatismes accidentels certains et les maltraitances certaines et comparé ces deux groupes-là. Donc, ce qui permet de déterminer la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et négative de l'ischémie cérébrale. On voit que c'est peu sensible. Fort heureusement, il y a beaucoup d'enfants maltraités qui n'ont pas d'ischémie cérébrale. Par contre, c'est assez spécifique, c'est même très spécifique de la maltraitance. L'hématome sous-dural, c'est plus sensible, mais c'est moins spécifique. Comme je vous l'ai dit, l'hématome sous-dural, on le rencontre également dans des traumatismes accidentels. Les hémorragies rétiniennes sévères, c'est moins sensible, mais c'est hautement spécifique de la maltraitance. Ce n'est pas 100% encore. L'absence de bosse sérosanguine, donc de signes d'impact, là aussi, c'est très spécifique, mais c'est moins sensible. Et si on combine les trois, c'est-à-dire hématome sous-dural plus hémorragie rétinienne sévère plus absence de signes d'impact, là, on a une sensibilité qui est faible, mais on a une spécificité et une valeur prédictive positive de 100%. Ce qui correspond, je pense, à ce qu'un juge peut souhaiter. Donc ça, c'était publié dans un article qui est sorti en 2010 et qui a été confirmé depuis. Donc finalement, vous le voyez, on a beaucoup de données médicales qui permettent d'avoir un consensus qui a d'ailleurs été confirmé par une audition publique sous l'égide de l'HAS. Pourtant, ce consensus est remis en cause par différentes personnes. Il y a des parents qui considèrent comme victimes d'un déni de justice. Il y a des journalistes qui s'emparent de ça, et il y a surtout des avocats qui vont essayer de faire monter la sauce, comme on va le voir. Alors ici, c'est un exemple d'une coupure de presse où on voit que le journaliste reste réservé. Ici, à l'inverse, on voit que le journaliste il prend fait et cause pour cette personne qui s'estime victime d'un déni de justice, qui estime qu'elle a été, elle reproche aux médecins du CHU de ne pas reconnaître leur erreur, donc elle les accuse d'une erreur médicale parce qu'elle a été relaxée. Alors, vous savez bien que la relaxe, ça ne veut pas dire que la personne est innocente, encore moins que le diagnostic est faux. Donc là, ça fait partie des fake news qu'on rencontre sur le net et ailleurs. Donc, il y a des gens qui disent qu'un mensonge répété un millier de fois devient la vérité. Il y a cette citation du film de Les Nuls qui dit qu'on peut tromper une personne 1000 fois, on peut tromper 1000 personnes une fois, mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. Et en fait, ça correspond un peu à ce qu'on a dans le domaine médical où depuis plus d'une cinquantaine d'années, on a cette notion de syndrome du bébé secoué qui est un peu la vie quotidienne d'un très grand nombre de praticiens en pédiatrie sur la planète. Donc, s'il y a une erreur systématique, on appelle ça un biais, mais là, on peut dire qu'il y a un consensus dans la communauté médicale. Alors, la bonne foi, bon, je ne sais pas ce que ça vaut en justice, mais en médecine, ça n'est pas un critère. Bon, le médecin qui diagnostique, on estime qu'il est de bonne foi, il signale parce qu'il a fait le diagnostic et ça nécessite de protéger l'enfant. Le parquet, son rôle, c'est de défendre la loi et le juge, il doit défendre les intérêts de l'enfant. Les parents, ils estiment qu'ils sont innocents, leur déni est peut-être sincère, ils peuvent être réellement innocents ou bien ils peuvent s'être convaincus eux-mêmes de leur innocence.
L'avocat des accusés, lui, va lutter contre un déni de justice. L'avocat de l'enfant, il cherche à protéger les intérêts. En tout cas, la meilleure défense, c'est l'attaque, comme disait Napoléon, et c'est sûr que les avocats qui se spécialisent dans la défense des parents accusés, ils ne vont pas s'en priver. Donc, nous allons maintenant passer aux différentes fake news. D'abord, fake news numéro 1, le saignement n'est pas dû au secouement. Certains spécialistes disent que l'arrachement veineux est inconstant. En fait, ce n'est pas forcément facile à l'autopsie de rechercher un arrachement veineux. Ça dépend des conditions dans lesquelles le prélèvement a été fait. L'hyperpression veineuse, il y a des gens qui estiment que ça peut provoquer un saignement dû à la réanimation, avec l'hyperpression thoracique liée à un massage cardiaque qui peut entraîner un saignement par hyperpression dans les sinus. En fait, dans nos données, il y a seulement 31% des enfants secoués qui sont passés par la réanimation. Et il y en a, c'est infime le nombre de patients qui ont subi un massage cardiaque. Donc, ça s'applique en fait essentiellement aux enfants qui ont fait une mort subite à domicile, qui ont été réanimés par le SAMU et chez qui la réanimation n'a pas sauvé l'enfant et qui se retrouvent à l'autopsie avec une notion de massage cardiaque. Ça représente un très faible nombre de cas. Alors, le saignement dû à une anoxie cérébrale, c'est controversé, c'est surtout valable, semble-t-il, dans les traumatismes obstétricaux. Or, dans les traumatismes obstétricaux, il y a une anoxie, mais souvent un traumatisme mécanique en plus. Et dans la mort spontanée du nourrisson, c'est toujours la question posée, est-ce que l'enfant est mort spontanément parce qu'il a arrêté de respirer, ou est-ce que c'est un cas de maltraitance non diagnostiquée? Alors, il y a peut-être plusieurs mécanismes de saignement liés au secouement, possiblement l'anoxie, possiblement l'arrachement de veines. C'est documenté quand même dans la plupart des cas, et maintenant on sait le reconnaître sur l'imagerie. En tout cas, quelle que soit l'origine du saignement, ça correspond à une maltraitance grave. Maintenant, la fake news numéro 2, le secouement survient pour une secousse minime, dans le cas d'une chute accidentelle ou d'un jeu. Quand c'est un secouement par jeu, enfin un jeu qui consiste à envoyer l'enfant en l'air, on va le voir, la tête reste parfaitement dans l'axe du corps. Et ce qui va entraîner les lésions de secouement, c'est le mouvement qui va être amplifié jusqu'à obtenir une énergie cinétique suffisante. Et ça correspond parfaitement à ce que les perpétrateurs avouent, c'est-à-dire que l'enfant a été secoué comme un prunier. Et puis, il y a des modèles animaux qui permettent de le montrer. En tout cas, le secouement par jeu n'est pas la cause du bébé secoué. Vous voyez ici ce jeune homme qui envoie son enfant en l'air. Vous voyez que la tête de l'enfant reste parfaitement dans l'axe du corps, hein, comme vous le voyez. Il secoue l'enfant qui est envoyé en l'air pour le faire rire. La fake news numéro 3, il s'agit d'un traumatisme accidentel survenu sans témoin. On en a déjà parlé. La chute, elle peut survenir à partir du moment où l'enfant se tient assis ou debout, c'est-à-dire à partir de 8 à 10 mois. Or, le nombre des bébés secoués, le maximum est à 2 mois. Donc, on ne parle pas des mêmes enfants. Ensuite, un traumatisme accidentel minime, ça va entraîner des signes d'impact, une fracture, un hématome extradural parfois, en tout cas pas d'hémorragie sous-durale, pas d'hémorragie rétinienne, et les hémorragies rétiniennes surviennent dans des traumas accidentels à haute énergie, donc qui ne passent pas inaperçus. Donc, conclusion, ce ne sont pas les mêmes enfants, ce ne sont pas les mêmes lésions. Fake news numéro 4, on ne peut pas prouver qu'il y a eu un trauma. Or, on a des lésions traumatiques. Donc, les lésions traumatiques, elles attestent d'un trauma, une fois qu'on a éliminé les causes non traumatiques. Et puis, l'absence d'impact, ça oriente fortement vers un mécanisme de secouement. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'impact qu'il n'y a pas de trauma. En tout cas, l'association hémorragie sous-durale, hémorragie rétinienne diffuse, absence de signe d'impact, comme je vous l'ai montré, ça a une valeur prédictive de 100%. Donc, la conclusion, c'est que l'association des lésions, elle est typique d'un traumatisme par secouement et sans impact. Fake news numéro 5, on va nous dire que ce sont des lésions traumatiques qui datent de la naissance. Alors effectivement, la naissance, c'est un traumatisme qui peut être violent, qui peut même être fatal, comme on le voit ici. Les lésions traumatiques, elles surviennent dans 11% des cas. Or, ce qu'on sait, c'est que ces lésions
hémorragiques de la naissance, elles sont surtout au niveau de la base du crâne, ce qui n'est pas du tout le cas du bébé secoué. Elles vont disparaître rapidement. Vous voyez ici, en 3 semaines, les lésions ont pratiquement disparu. En règle générale, en 4 semaines, tout a disparu. Et puis, il y a des signes d'impact crânien, on a un hématome, on a des fractures parfois. Et les hémorragies rétiniennes, elles sont inconstantes, elles sont peu sévères, elles disparaissent rapidement. Donc clairement, les lésions néonatales sont différentes des lésions de maltraitance, elles disparaissent vite et elles ont disparu avant l'âge du bébé secoué. Fake news numéro 6, le saignement est dû à une lésion structurelle intracérébrale. On a déjà vu l'anévrisme, la thrombophlébite, la malformation artério-veineuse, la cavernomatose. Ce sont des lésions qui sont rares. On peut y ajouter les kystes arachnoïdiens qui peuvent entraîner un saignement, mais pas à cet âge-là, et puis qui s'accompagnent d'un kyste qui est visible. Donc, en conclusion, de nouveau, ce ne sont pas les mêmes enfants, ce n'est pas le même saignement. Quand on analyse correctement cette imagerie, elle est tout à fait évocatrice, elle permet d'écarter l'hypothèse d'une maltraitance. Fake news numéro 7, il faut faire un bilan médical extensif pour éliminer toutes les causes possibles de saignement non traumatiques. Donc, comme je vous ai montré toute une série de cas de saignement non traumatique dus à différentes maladies rares, il y en a probablement qu'on ne connaît pas encore. En tout cas, le scanner, le fond d'œil sont caractéristiques de la maltraitance et les causes d'hémorragie non traumatique, elles sont dépistées par le bilan standard et le contexte médical. Et puis aussi, s'il y a une cause sous-jacente, c'est une maladie chronique, ça n'est pas un événement ponctuel, donc ça ne va pas en rester là, ça ne va pas causer un saignement et puis ne plus faire parler de soi. S'il y a un saignement sans cause traumatique connue et qui ne se renouvelle pas, c'est quand même très probablement une histoire de maltraitance. Fake news numéro 8, c'est que si la triade est incomplète, le diagnostic est invalide. Alors, bon, on peut ne pas avoir, si on n'a pas d'œdème cérébral, bah, fort heureusement, c'est une forme bénigne du syndrome de bébé secoué. Et on le sait parce que on sait que ça existe, parce qu'il y a de plus en plus de cas où on a un enfant qui est hospitalisé avec des lésions qui sont manifestées cliniquement, et l'interrogatoire nous montre qu'en fait, il a déjà été secoué plusieurs fois auparavant, donc avec un saignement qui n'a pas entraîné d'œdème cérébral. Ensuite, l'absence d'hématome sous-dural, eh bien, ça peut être parce qu'on ne le voit pas bien, s'il n'y a pas eu de scanner. C'est quand même au scanner qu'on le voit le mieux par rapport à l'IRM. Ou bien si le patient est venu tard avec un hématome qui a déjà disparu, ou si le cerveau est devenu très œdémacieux et qu'il a repoussé, qu'il a fait disparaître l'hématome, ça peut arriver. Et puis, les hémorragies rétiniennes, comme je l'ai montré, elles peuvent disparaître en une semaine ou quelques jours. Donc, en conclusion, un hématome sous-dural avec des hémorragies rétiniennes diffuses, ça reste une très forte présomption de bébé secoué, avec ou sans œdème cérébral. Fake news numéro 9, si l'enfant va bien, ça ne peut pas être un syndrome du bébé secoué. Ça, c'est basé sur des données de la littérature qui sont anciennes maintenant, où on avait une mortalité de 22%, voire même plus, des séquelles à 50%, et les mêmes qui sont allés jusqu'à 95% de séquelles. Et c'était une littérature qui venait essentiellement de centres de rééducation ou de services de neuropédiatrie, où les enfants étaient suivis parce qu'ils avaient des problèmes neurologiques ou des séquelles à rééduquer. Or, dans notre expérience, on a seulement 10% d'enfants décédés, maintenant on est même plutôt entre 9 et 8% d'ailleurs, et à peu près un tiers d'enfants qui ont des séquelles. Ce qui veut dire que ce qui va conditionner la mortalité et la morbidité, c'est le caractère exhaustif du diagnostic. Ce n'est pas parce qu'on les soigne mieux qu'on a des meilleurs. La prise en charge s'améliore, certes, mais ce n'est pas parce qu'on les soigne mieux qu'il y a moins de séquelles et de mortalité. C'est surtout parce qu'on a un diagnostic qui est très systématique, qui est avec une prise en charge qui est très, très rigoureuse. Par ailleurs, on sait, comme je l'ai dit, que les secouements répétés peuvent entraîner des premiers épisodes de secouements qui ne vont pas avoir de séquelles graves. Or, si on ne fait pas le diagnostic, il y a un risque de récidive fatale. Et puis, comme je l'ai dit, il y a un biais de recrutement. Quand le patient est vu par un neurologue, c'est parce qu'il a des signes neurologiques, et quand le patient est autopsié, c'est parce qu'il est mort. Donc, en conclusion, il y a un biais de circularité. Si on diagnostique que les syndromes du bébé secoué graves, on estime que tous les syndromes du bébé secoué sont graves, et que donc, s'ils ne sont pas graves, c'est qu'ils ne sont pas été secoués. Donc là, c'est une faute de raisonnement, à mon sens. Fake news numéro 10, s'il n'y a pas de caillot, c'est que ce n'est pas un hématome.
Alors, il y a des gens qui vont avancer les termes d'hydrome, digrome ou digroma, qui sont des termes qui sont extrêmement vagues et qui n'ont pas de définition canonique, qui ne sont pas consensuels sur le plan médical. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui parlent d'hydrocéphalie externe, qui correspond à l'expansion des espaces méningés, pour un peu brouiller le débat en parlant d'hydrocéphalie, ce qui n'a rien à voir. Et comme je l'ai dit, l'hydrocéphalie externe ou l'arachnoïdomégalie, ça n'est pas traumatique, c'est cliniquement et radiologiquement très différent. Et en fait, cette fake news, elle est basée sur le fait que beaucoup de gens ignorent ou feignent d'ignorer que l'hématome sous-dural du nourrisson est composé en grande partie de liquide méningé. Quand on voit ici ce scanner lors de l'admission d'un enfant, on a un épanchement qui est en partie composé de liquide avec des caillots. Et si on regarde le lendemain, il y a moins de caillots, il y a du liquide et il y a une ischémie cérébrale. Et ça, c'est le liquide qu'on a ponctionné initialement, qui contenait un liquide hémorragique. Et on a reponctionné le lendemain, on a un liquide qui est beaucoup plus dilué. Et donc, clairement, c'est un liquide qui est composé de liquide cérébrospinal. Donc, c'est une fake news donc, qui ignore la spécificité de l'hématome sous-dural du nourrisson, accidentel ou pas d'ailleurs, et qui donc peut faire douter de la compétence de l'expert, ou du soi-disant expert. Fake news numéro 11, les parents sont sincèrement innocents. Alors c'est sûr que d'avoir secoué son enfant, c'est une responsabilité tellement écrasante, ils aiment leur enfant et sur un coup de tête qu'ils l'ont secoué parce qu'ils ont pété les plombs, comme ils disent. Comme disent ceux qui l'avouent. Ceux qui ne l'avouent pas, ils disent je ne peux pas l'avoir fait, donc je ne l'ai pas fait. Donc ça, l'expertise psychiatrique peut nous aider à y voir plus clair. En tout cas, on a un déni qui est renforcé par la bonne évolution neurologique. C'est clairement dans les cas où l'enfant va bien qu'on a le plus de déni. Donc, il va dire finalement, il va bien, donc il ne s'est rien passé, donc j'ai rien fait. Et puis, le déni est renforcé également par des avocats qui vont nier l'existence du syndrome du bébé secoué et par les associations de victimes du déni de justice. Donc, on voit qu'il y a des mécanismes de déni, d'occultation qui sont très puissants, qui sont bien connus des psychiatres. Et en fait, les parents peuvent être sincèrement, se croire sincèrement innocents alors qu'ils ne le sont pas. Fake news numéro 2, on considère que les aveux sont invalides parce qu'il y aurait un bénéfice à avouer. Alors ça, c'est possiblement vrai aux États-Unis où ils utilisent le polygraphe, le plea bargain, c'est-à-dire le plaider coupable, qui n'a pas tellement lieu en France. En France, les aveux ont lieu au cours de la garde à vue. Il y a des conditions émotionnelles qui sont quand même très fortes, une condition de pression psychologique, qu'on peut dire. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un conjoint qui se sacrifie? Ça a été, j'ai vu une observation où manifestement la mère était très très fragile psychologiquement et le père apparemment s'est sacrifié. Bon, le juge n'a pas été dupe et il ne peut pas condamner ce type-là. On sait bien que c'est pas lui qui l'a fait. En conclusion, le seul bénéfice qu'a le perpétrateur qui avoue, c'est de soulager sa conscience et c'est ce qu'on retient de ces aveux. Donc maintenant, c'est un tableau un peu chargé pour comparer ce qu'on a dans le courant principal de la pensée médicale, c'est que le traumatisme du bébé secoué, c'est un secouement violent, alors que le courant dissident va dire qu'il n'y a aucun traumatisme, ou que c'est un jeu, ou que c'est un accident. La preuve scientifique, dans le courant principal, on estime qu'elle est obtenue par des confessions, par les modèles animaux et les modèles informatiques. Le courant dissident estime qu'aucune preuve n'est valide. Donc, comme on dit, on peut encore dire que le réchauffement climatique n'existe pas ou même que la Terre est plate. On peut nier toutes les évidences qu'on veut. Dans le courant principal, on estime que le saignement est dû à un arrachement des veines corticodurales. Il y a possiblement d'autres mécanismes. La collection sous-durale, c'est l'hématome sous-dural du nourrisson. Comme je l'ai dit, dans le courant dissident, ils vont nous dire que ce n'est pas un hématome, c'est un hydrome, un hygrome. Que dans le saignement, la cause du saignement dans le courant principal, c'est dû à une accumulation de liquide cérébrospinal, alors que d'autres diront que c'est une hydrocéphalie externe. Le déni, comme j'ai dit, il peut y avoir un déni sincère, bien que la personne soit coupable. La confession, elle est sincère due au remords, c'est un sentiment humain qui existe. Le diagnostic de syndrome de bébé secoué, il est le plus souvent sans équivoque. Le courant dissident, on va parler d'erreur médicale, ce qui est quand même un peu gros pour quelqu'un qui n'est pas médecin, de nier un diagnostic.
Le diagnostic différentiel, il est fait au-delà du doute raisonnable. Ça, c'est la formule habituelle pour dire qu'on ne peut pas raisonnablement douter du diagnostic, alors que dans le courant dissident, on doit éliminer toutes les causes possibles, voire même des causes qui ne sont pas encore connues. La triade, elle peut être incomplète parce que c'est une forme mineure ou qu'on a un diagnostic tardif. Pour le courant dissident, on va dire si on n'a pas la triade, on n'a pas le diagnostic. L'incertitude scientifique en médecine et en sciences en général, on estime que c'est ce qui fait progresser la connaissance. Dans le courant dissident, on va nous dire que s'il y a un doute, ça va impliquer l'acquittement. La relaxe ou l'acquittement, dans la pensée médicale, on va dire que ça ne remet pas le diagnostic médical en question, c'est une décision de justice. Le courant dissident va nous dire que s'il y a une relaxe ou un acquittement, ça veut dire qu'il y a une erreur médicale. Et puis, l'éthique du courant principal, c'est il faut protéger l'enfant. Et dans le courant dissident, de bonne foi, ils veulent redresser des torts. Donc, clairement, le courant principal, c'est celui qui a quand même le plus de crédibilité. Alors, le niveau de preuve qu'on obtient, est-ce qu'il est suffisant? Pour le diagnostic, comme je l'ai dit, on diagnostique au-delà du doute raisonnable, c'est-à-dire que ne pas signaler, ça entraînerait un danger et il faut protéger l'enfant. Pour le jugement, le juge, il a d'autres éléments en vue. Il doit certes défendre la loi, protéger les victimes, mais on ne peut pas condamner sans preuve. Il y a la présomption d'innocence, ce qui peut aller dans le sens de la relaxe. Sur le plan scientifique, quel est le niveau de preuve? En fait, on n'a pas de preuve expérimentale. Il n'y a jamais eu, fort heureusement, de secouement d'enfants, en tout cas pas depuis les années 40. On se base par contre sur la cohérence entre les données cliniques, les données radiologiques, les données expérimentales et les aveux des secoueurs. Et clairement, il y a un consensus large dans la communauté médicale. Un mot pour dire que la science et la justice sont indépendantes. Le médecin, il fait un diagnostic, il ne juge pas. Il prend en compte les éléments, le contexte médico-social, ça c'est un élément médical, mais sans jugement, bien sûr. La justice, elle rend le jugement en tenant compte des éléments médicaux, mais en tenant compte également d'autres éléments. Et s'il n'y a pas d'éléments de culpabilité, il ne peut pas, le juge ne peut pas rendre de jugement. En tout cas, le verdict ne remet pas en cause le diagnostic ni la science. Donc, le résultat des courses concernant ce courant négationniste ou nihiliste, c'est un arrêté du Conseil d'État du 7 juillet qui a débouté Maître Étrillard et les autres personnes qui avaient déposé un recours auprès du Conseil d'État. Et puis, sur le plan juridique, c'est une stratégie qui fait long feu. On a des accusés qui se ressortent avec des peines bien supérieures à ce qu'elles auraient obtenu si la stratégie de défense avait été plus judicieuse. Alors maintenant, Maître Étrillard est en train de faire un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça va probablement suivre le même chemin. Donc en conclusion, les lésions du syndrome du bébé secoué sont caractéristiques. Le diagnostic médical, il est rapide, il est univoque, il est établi au-delà du doute raisonnable. Les causes d'hématome sous-dural et d'hémorragie rétinienne non traumatiques sont rares, même très rares. Elles sont dépistées par le bilan standard, par le contexte. Et si ce n'était pas le cas, elles refont parler d'elles entre l'hospitalisation et le procès. Et les bases scientifiques du syndrome du bébé secoué et de son diagnostic, elles sont robustes, elles sont consensuelles. Donc, je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez d'autres informations, vous pouvez en trouver sur le site Arnerance. Et puis, les données sur les fake news, elles ont fait l'objet d'un article qui est maintenant publié dans Child Nervous System et qui est accessible en ligne. Si vous êtes intéressé par le syndrome du bébé secoué, ne manquez pas de vous inscrire à la journée du 18 mars prochain. Je vous remercie de votre attention.